J'ai le plaisir d'inviter Dr Mohamed Erouini, le modérateur de la deuxième séance de notre colloque Santé et sécurité alimentaire, pour prendre la parole et inviter les intervenants de sa séance. Dr Mohamed. Bonjour. C'est un grand honneur pour moi d'être invité au colloque vers un monde pacifique, résilient et durable. Je tiens à remercier les responsables de la bibliothèque d'Alexandrie et Madame Marwa Sahn, la directrice du centre de l'activité francophone. Voilà. Et c'était un plaisir d'être parmi vous. Je suis professeur de chirurgie à la faculté de médecine d'Alexandrie. Et donc, je m'approche un peu de tout ce qui est santé, bien sûr, mais peut-être un peu éloigné de tout ce qui est sécurité alimentaire, mais on le retrouve dans notre activité journalière pour les malades et pour tout ce qui est de la sécurité de la santé. C'est un problème très important et qu'on retrouve tous les jours en vue des malades qui viennent pour se faire opérer, pour trouver un financement et pour trouver des facilités de traitement. Je pense que c'est un sujet très très important qui concerne la population, les organisations de santé. Et je pense que c'est très important qu'on puisse discuter de ce sujet aujourd'hui. Nous allons parler aujourd'hui pour sa deuxième partie du colloque de la sécurité et de l'insécurité alimentaire et de la santé. J'aimerais bien rappeler que la sécurité alimentaire, selon la définition qui en a été donnée lors du sommet mondial de l'alimentation en 1996, elle définissait la sécurité alimentaire. Elle existe lorsque tous les êtres humains ont à tout moment un accès physique et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive qui leur permet de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour qu'ils puissent mener une vie saine et active. Donc, je pense que selon cette définition, nous allons tourner vers le problème de la santé, bien sûr, et de l'insécurité nutritionnelle, la sécurité alimentaire, pour voir comment on peut arriver à un monde de sécurité alimentaire et une santé qui peut être à la portée de toute personne dans notre population. J'ai l'honneur d'inviter les intervenants qui sont de grande qualité. Je demande à Monsieur Savadogo Léon de se présenter. Monsieur Farghali Yasser. Et Monsieur Cher Diallo. Vu tous ces applaudissements, je pense que c'est inutile de vous dire que toute personne, tout intervenant ici aujourd'hui a une longue carrière derrière lui et une grande expérience et une grande histoire au niveau de son activité. Et je pense que nous allons bien profiter de leur présence. La première séance, c'est l'insécurité alimentaire, une inégalité sociale et de santé, qui sera présentée par Monsieur Savadogo Léon, directeur du département de santé à l'université Senghor. Monsieur Savadogo Léon est médecin spécialiste en santé publique, épidémiologie et biostatique et sociologique de la santé. Il est professeur d'épidémiologie et de santé publique. Précédemment, il était hospitalo-universitaire au centre hospitalier universitaire Souro Sanou et enseignant-chercheur à l'université Nazi Boni, Burkina Faso,
Outre les charges d'enseignement et de recherche, il a occupé des fonctions administratives au CHU, à la faculté de médecine en tant que vice-doyen et à l'université en tant que directeur du développement institutionnel et des innovations pédagogiques. Monsieur Léon Savadogo occupe depuis novembre 2023 la fonction de directeur du département santé à l'université Senghor à Alexandrie. Et c'est une bonne chance qu'on puisse se retrouver aujourd'hui, parce que je pense qu'entre la faculté de médecine d'Alexandrie et l'université Senghor, le département de santé, on pourra avoir une bonne collaboration et une bonne collaboration au niveau des étudiants, au niveau de l'enseignement. Et c'est un grand honneur pour moi de me présenter M. Savadogo Léon. À vous la parole. Donc je vais vous parler de l'insécurité alimentaire. Tantôt, le modérateur nous a donné la définition de 1996, la sécurité alimentaire. Et là, moi, je vais essayer de vous parler donc, de l'insécurité alimentaire. Si je vous posais la question, est-ce que dans un monde qui se veut un monde de paix, il est possible donc de vivre avec des inégalités, vous me répondriez non. Et c'est pour cela que j'ai choisi tout justement d'aborder la question, non pas de sécurité alimentaire, mais de l'insécurité alimentaire. Et je ne vais pas l'aborder sur le plan habituel, hein, causes, conséquences et solutions, mais plutôt regarder ou vous proposer un regard sur un autre paradigme. Et ce paradigme-là, c'est l'insécurité alimentaire comme une inégalité sociale de santé. D'abord comme une inégalité sociale et ensuite comme une inégalité sociale de santé, parce que je pense que, et quelqu'un l'a dit lors du panel précédent, les inégalités sociales sont des facteurs qui vont compromettre la paix et la sécurité du monde. Alors, les inégalités en matière de santé, tout le monde le sait dans cette salle, compromettent l'avenir de toutes les personnes qui sont vulnérables, les groupes vulnérables qui sont exposés à ces inégalités-là, ont leur trajectoire de vie qui sont bien sûr en compromis. Et ces inégalités sociales de santé prennent racine dans les inégalités sociales. Et c'est pour ça que c'est très important peut-être d'en parler et certainement d'avoir une réaction ou une vision. On en parlait tantôt, les groupes vulnérables, marginalisés. Donc, les inégalités sociales de santé sont... Tout le monde sait ce que c'est qu'une inégalité. C'est une différence, on va dire, lorsqu'on compare un indicateur entre deux groupes. Les inégalités de santé, c'est une différence de santé. La santé est un état sur un continuum. Donc, c'est un état. Et les inégalités de santé sont des différences d'état de santé qui vont résulter, en fait, je dirais, d'une injustice. Donc, d'une inégalité sociale qui est une injustice. Et ces inégalités sociales-là de santé vont faire référence à la relation étroite entre l'état de santé et l'appartenance à un groupe de vulnérabilité, du fait que ce groupe-là soit exposé à une injustice sociale, donc à une inégalité sociale. Évidemment, en santé, on peut mesurer l'état de santé et on peut mesurer donc la différence quantitative de santé entre les deux groupes, par exemple, donc, selon la discrimination du facteur d'inégalité sociale. Alors, les inégalités de santé, vous conviendrez avec moi, ce sont des disparités injustes. Il est injuste que tout justement des groupes, du fait de leur appartenance ou de leur exposition à un certain nombre de facteurs sociaux, soient tout justement exposés à des états de santé qui ne soient pas des états de santé voulus ou souhaités. Alors, je vous propose ici cette lecture-là, le cadre conceptuel de la sécurité alimentaire selon la FAO. Le modérateur l'a rappelé, vous vous souvenez tous
plus ou moins en tout cas, de la définition adoptée il y a déjà, en 1996, au sommet mondial sur la sécurité alimentaire. Donc la disponibilité pour tous les humains, pour tout homme. Alors si vous regardez, dans la suite de mon exposé, on regardera est-ce que c'est possible. Mais globalement, lorsque les conditions on connaît les 4 ou 5 conditions de sécurité alimentaire, lorsque les conditions de production, de transfert et toutes les conditions en fait, d'accès sont réunies, on aura une bonne disponibilité et tout va s'enchaîner jusqu'à une bonne utilisation et donc on aura un bon impact sur la santé. Il faut se rappeler que les impacts sur la santé sont de 2-3 ordres. L'impact qui va permettre d'avoir un état de santé maximum souhaité, c'est l'état de bien-être. Et vous avez tous les autres états et évidemment une réduction de la mortalité, donc du décès. Alors, la faim est une menace séculaire. S'il y a peut-être 16 ans, ou enfin, s'il y a une vingtaine d'années, que le monde a essayé de parler donc, de sécurité alimentaire, ben, l'insécurité, elle, ben, il y a des centaines d'années que le monde expérimente l'insécurité alimentaire. Et donc, je vais essayer d'explorer avec vous la situation donc, de cette menace-là. En partant des données de 2023, si vous regardez, je crois que le club ODD de l'Université Senghor se propose de nous faire le point sur l'état d'avancée ou l'état de réalisation des ODD. Ils nous le diront. Mais si vous regardez, j'ai regardé les données, les cibles ODD en lien avec l'alimentation et l'agriculture sont encore loin d'être atteintes. Nous sommes en 2023 et il reste juste pour l'horizon 2030, il reste que quelques années. Je ne reviens pas sur la définition donc, de la sécurité alimentaire, mais regardez très bien, tous les êtres humains ont à tout moment un accès physique, économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive pour mener une vie saine et active. Donc, c'est vous dire qu'à partir de cette définition, on comprend très bien que la perspective de voir l'insécurité alimentaire comme une injustice sociale, donc comme une inégalité sociale, c'est tout à fait justifié. Parce qu'aujourd'hui, on le verra, les conditions pour que tout justement cette définition soit vérifiée ou soit une réalité, ben, ces conditions-là sont loin d'être aujourd'hui remplies. Donc l'insécurité alimentaire est une véritable inégalité sociale qui va entraîner la faim dans le monde. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans le monde aujourd'hui par rapport à l'insécurité alimentaire? Donc de cette inégalité-là qui aura des répercussions sur la santé. Je repars également sur les données 2023 de la FAO. Globalement, si vous regardez sur ce tableau, le pourcentage des populations dans le monde par région qui sont en insécurité alimentaire. Quand vous regardez 2014, 18 et 20, vous remarquerez que si en Amérique du Nord et en Europe, vous avez des proportions qui sont entre 8 et 9%, regardez un peu, en Asie, c'est une personne, donc c'est un quart, 25%, presque 26%, mais en Afrique, c'est quasiment 60%, presque donc 2 tiers, 2 personnes sur 3, quasiment 60%, 66%, et le monde, c'est 30%. Donc en Afrique, vous avez quasiment un doublement de la proportion par rapport à la situation du monde. Je vous propose d'explorer à partir de ces cartes, je ne sais pas, oui, c'est plus ou moins visible, n'essayez pas de lire, mais regardez juste les points. Ceci est la carte de la FAO dans le rapport 2023 qui nous donne la production des céréales dans le monde. Si vous regardez,
où sont produits. Rappelez-vous que pour la sécurité alimentaire, il y a des conditions, et l'une des conditions, c'est la production. Ensuite, pour que c'est la disponibilisation, donc c'est le transfert de ces productions-là, donc c'est le commerce international en fait, ou enfin, les dons, les aides, mais enfin, surtout la production et peut-être le transfert. Donc, on explore ces cartes et vous comprendrez pourquoi c'est une inégalité entre les territoires et à l'intérieur des territoires, évidemment. Donc ici, localisées dans le monde, les zones de production, c'est en tonnes de céréales. Regardez un peu les pays, je ne vous le fais pas dire, hein. Vous voyez un peu les tout petits points sur la carte de l'Afrique et sur d'autres espaces. Cette carte, les zones de production, pour ce qui concerne le maïs. Et vous observez, n'est-ce pas, comme dirait quelqu'un, c'est no comment, on n'a pas besoin d'en parler. Le riz, donc les zones de production du riz, je ne sais pas si vous voyez les points dans la région, enfin sur le continent africain, et vous avez ici, j'ai d'ailleurs sauté la carte pour le blé, vous verrez, vous regardez le rapport. Cette carte-là, c'est la production de la viande, donc de volaille, de poulet. Même ça, est-ce qu'il y a même des points, enfin, il y a un point vers l'Afrique du Sud, là, enfin, au sud là-bas, et des petits points quelque part sur la carte. Et vous avez ici la carte production du lait de vache, d'accord? Vous regardez également. Et vous avez ici la production cumulée, enfin, donc les quantités produites cumulées à la fois de la pêche et de l'aquaculture. D'accord? Et qui parle d'alimentation, c'est céréales, donc également tout ce qui est aliments d'origine animale. Et vous avez ici, c'est uniquement, je crois, l'aquaculture. Alors, à partir de cette situation de production, c'est vrai, sur les cartes, il n'y a que la première condition de la sécurité alimentaire, donc la production. Mais vous comprenez et vous le savez, le commerce international, vous connaissez tous les défis de transfert. Et je n'ai pas présenté toutes les inflations et tout ce qu'il y a comme difficultés de transfert donc, de ces productions-là qui sont concentrées. Et on comprend pourquoi, déjà, je parle d'inégalité sociale. Donc, je crois vous avoir démontré, en tout cas, vous avez perçu que l'insécurité alimentaire, en termes, c'est vraiment une inégalité sociale et bien sûr qui aura un impact sur la santé, donc une inégalité sociale de santé. Dans ce rapport-là, vous voyez à peu près 735 millions de personnes dans le monde ont faim. Et si vous regardez entre 2019, 20 et 2021, bien sûr, il y a une augmentation, d'accord? Et on atteint... donc, c'est peut-être d'ailleurs, c'est paradoxal parce qu'on voit en même temps une légère augmentation de la production mondiale, mais malgré tout, la proportion des personnes, des populations qui ont faim augmente également. Paradoxe, mais on pourrait comprendre. Et pendant que la production mondiale augmente, que la proportion des personnes qui ont faim augmente, dans certains pays, notamment en Amérique du Nord et en Europe, donc un quart des personnes sont plutôt obèses. Et la prévalence des personnes en sous-alimentation, donc sous-alimentées, par contre, les plus grandes prévalences se retrouvent en Afrique et en Asie. C'est pour cela que je continue de parler donc d'inégalité sociale et évidemment l'impact sur la santé en ce qui me concerne. Et donc, si vous regardez également les apports alimentaires, les apports énergétiques alimentaires, si vous regardez selon les données, puisque la prévalence des personnes sous-alimentées est plus importante en Afrique et en Asie, mais quand on observe, on regarde les données, les apports énergétiques alimentaires sont en augmentation en Asie, alors qu'en Afrique, ça stagne ou ça baisse. Et donc, je ne sais pas si vous voyez très bien,
Ici, on a en fait les apports énergétiques alimentaires moyens. Si vous regardez tout en bas, quel est le continent qui a les apports moyens les plus en ras? C'est bien sûr l'Afrique. Et donc, vous comprenez un peu toute cette question d'inégalité entre les territoires, mais certainement également à l'intérieur donc, des territoires. Et si vous cumulez, on l'avait déjà dit, si vous cumulez par exemple l'insécurité alimentaire, je parle là d'insécurité alimentaire modérée et sévère, ben, en 2022, vous voyez que c'est le premier, l'Afrique. Ben, l'Afrique, c'est quasiment 60%. Donc, si vous regardez, 60%. Alors, toute cette situation d'inégalité aura forcément des répercussions, des impacts sur la santé. D'accord? Si on retourne au cadre conceptuel, on comprend très aisément, je n'ai pas besoin de rentrer sur des pathologies, de rentrer sur des questions pathologiques pour que vous compreniez que lorsque les conditions de disponibilité ne sont pas réunies, quelle que soit la raison, production, transfert, aide, tout ce qu'il y a, que ce soit des décisions politiques, des politiques publiques incohérentes, enfin, qui ne soient pas adaptées, tout, quelle que soit la raison, qu'il n'y ait pas de disponibilité et que ce soit même également un accès socio-économique ou socio-économique, dans tous les cas, on aura des ménages, des individus qui ne vont pas avoir accès à l'alimentation et évidemment, on le sait, ben, ils vont avoir des apports énergétiques qui ne sont pas adaptés et évidemment, on aura des répercussions et d'ailleurs, ça va s'enchaîner avec les pathologies, donc il y aura des synergies d'action, donc il y aura un impact sur leur état de santé qui, au lieu d'avoir un état de bien-être, va progresser vers des expositions différentes, des facteurs de risque et évidemment des pathologies et la conséquence, une surmortalité et le monde va observer et se battre. Donc, on va avoir des initiatives, on va aller sur le terrain pour essayer de se battre, pour régler ces questions, alors qu'en amont, on a on va dire, une inégalité, hein, tout justement parce que depuis 1996, la communauté internationale s'était réunie et a décidé que tous les individus, toute personne devrait avoir accès à l'aliment qu'il lui faut pour vivre et croître au meilleur de son potentiel. Et vous voyez que, évidemment, ce n'est pas le cas. Pour terminer, je n'ai pas besoin de dire ce qu'il faut faire, mais je pense qu'il faut réduire les inégalités en matière de santé. Et ici, je n'ai pris que cette inégalité-là, qui parfois, on présente l'inégalité de l'insécurité alimentaire, voilà, l'insécurité alimentaire sur d'autres perspectives. Ici, il faut se souvenir que c'est une inégalité sociale, c'est une injustice et il faut résoudre ce problème, comme les autres inégalités d'ailleurs, hein, parce que réduire les inégalités, c'est une obligation éthique, c'est une obligation morale. Et réduire les inégalités, l'inégalité sociale en matière donc de sécurité alimentaire est une obligation morale pour tout le monde. C'est une question éthique. Il n'est pas normal que des individus, que des personnes ne puissent pas avoir accès à une alimentation nutritive, saine, qui puisse leur permettre de croître. Surtout les enfants, les personnes les plus vulnérables qui, visiblement, n'ont pas le choix de faire autrement. Si bien donc que la communauté internationale, cette fameuse communauté internationale, se doit de montrer la voie dans la promotion de l'équité, hein, en ce qui concerne la sécurité alimentaire. Je ne sais pas comment, mais en tout cas, il faut que cette communauté-là garantisse cet accès universel à l'alimentation. C'est moral, c'est éthique, et il faut que ce soit des faits. Quelqu'un disait qu'il faut que ce soit plus des faits que... Voilà. Et on a parlé ici d'économie libérale, de plusieurs questions. Mais les gouvernants ou les gouvernements se doivent également, à l'intérieur des pays, de promouvoir l'équité dans toutes les politiques publiques, hein, notamment liées à l'agriculture, à l'élevage. Donc, il ne s'agit pas de... Et les multinationales et les industriels, je ne sais pas, on a parlé d'économie, mais évidemment, il faut que ces multinationales-là et ces industriels
fasse la promotion de l'équité dans tous les secteurs économiques. C'est le deuxième pilier, le commerce international. Il n'y a pas que le gain et l'économie qui doit régir, on va dire, l'espèce humaine, l'humanité. Donc si on vise un monde de paix, il n'est pas possible d'avoir uniquement, il faut de l'économie sociale quelque part, il faut de l'équité, il faut de l'éthique dans tout ce qui se fait et se dit. Sinon, il n'est pas possible d'avoir, c'est un rêve qu'on ne pourra pas atteindre, d'avoir un monde de paix dans un monde injuste sur ces questions-là. Donc les sociétés nationales également, donc là j'interpelle la société civile, et en ce compris les universités, le monde, voilà, la société civile dans toute sa diversité, tout justement, doit également agir, aider à mobiliser un soutien efficace. Je ne vais pas décliner les actions, mais c'est important. Devenir une des parties prenantes du développement et enfin amener les responsables politiques et économiques à prendre tout justement leurs responsabilités. C'est un choix de dire que la responsabilité des responsables politiques est... voilà. Et donc investir dans la santé, les investissements dans la santé sont économiquement rentables, mais surtout socialement judicieux, éthique et morale pour une paix dans le monde. Voilà. Merci, donc c'est ce que je voulais vous dire sur l'insécurité. Monsieur Savadogo, merci pour cette présentation bien éclaircie qui nous a amené à avoir une vue globale de l'insécurité alimentaire au niveau du monde. Vous avez bien souligné de l'inégalité sociale des populations marginalisées, de l'appartenance à un groupe social. On a vu que aussi l'insécurité alimentaire était en hausse, je pense, partout dans le monde, surtout dans les 2 dernières années. Je pense que c'est dû à tous les conflits qu'on est en train de vivre, le Covid, les guerres, ainsi de suite. Et la faim qui augmente aussi. Vous avez montré les productions mondiales qui sont la plupart, si je vois les cartes, au niveau de l'Amérique du Nord, du côté de l'Europe centrale, de la Russie, l'Asie pour le riz, ainsi de suite. Mais ce que je vois très bien, c'est que l'Afrique reste quand même une région où la production alimentaire est vraiment très très faible, et on se demande pourquoi. Parce qu'en Afrique, il y a tout ce qu'il faut, je pense, pour une production. Il y a l'eau, les rivières, le sol, et ainsi de suite. Et on peut se demander pourquoi l'Afrique ne produit pas assez. Je pense que, j'espère que dans l'avenir, ça viendrait. Et donc, je pense que ce qu'on va faire, donc, on a 3 intervenants, nous avons 1h30, donc on est un peu dans le temps. Je pense que, selon votre préférence, mais je pense qu'on peut commencer à prendre chaque présentation, ouvrir la... Non, vous voulez la discussion à la fin? Vous préférez... D'accord. Bon, donc j'appelle Monsieur Farghali Yasser, qui est consultant d'affaires pharmaceutiques et instructeur à l'université américaine au Caire. Monsieur Farghali Yasser est diplômé de la faculté de pharmacie en Alexandrie et de l'INSEAD, École d'affaires de Paris. Il est consultant d'affaires pharmaceutiques avec un cadre supérieur trilingue, accompli avec une expérience solide commerciale et opérationnelle apportant plus de 30 années d'expérience dans les entreprises de santé les plus leaders et les plus diversifiées du monde dans l'ensemble des pays du Moyen-Orient. Il est ancien directeur général de Janssen en Algérie, directeur général régional de Boehringer Ingelheim dans les pays du Levant, en Irak et en Afrique du Nord, Est, PDG de Kaira Pharmaceutical, instructeur à l'Université américaine du Caire, école de business, département d'éducation exécutive. Je pense qu'avec tout ça, nous attendons à une présentation très intéressante sur l'entretien de la santé et la sécurité dans un monde résilient et durable.
Merci. Vous avez la parole. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être présent aujourd'hui à la Bibliothèque d'Alexandrina pour la première fois. Je n'ai pas eu l'opportunité de visiter les lieux auparavant. Donc, je suis très reconnaissant envers Dr Marwa Sahn et l'équipe organisateur pour m'avoir donné la chance d'être présent et prendre la parole à cette conférence importante. Je pense que ce n'est pas la première fois que vous m'invitez, c'était en 2022, mais j'ai raté cette opportunité à cause de quelques urgences. Mais c'est mieux d'être tard que jamais. Donc aujourd'hui, le thème de mon intervention, c'est l'entretien de la santé et de la sécurité dans un monde résilient et durable. Et c'est important pour construire un avenir meilleur pour tous. Les sujets clés de ma présentation, on va discuter les défis auxquels nous sommes confrontés, les stratégies de résilience, les pratiques durables et aussi l'importance de la collaboration. Mais on commence par mieux expliquer les 4 termes du thème de la présentation, c'est la santé et la sécurité. Et la santé n'est pas seulement l'absence de maladie, elle englobe le bien-être physique, mental et social. C'est le fondement sur lequel les individus peuvent mener une vie épanouissante et les sociétés peuvent prospérer. Et les populations en bonne santé sont plus productives, innovantes et résilientes face aux défis. Il est donc crucial d'investir dans la santé pour le développement durable. Par rapport à la sécurité, dans ce sens le plus large, fait référence à la protection contre les menaces qui mettent en danger notre bien-être et notre stabilité. Ces menaces peuvent être physiques comme la violence ou les catastrophes naturelles, ou non physiques comme les cybermenaces ou l'instabilité économique. La sécurité est essentielle pour créer des environnements dans lesquels les individus, les communautés peuvent vivre, travailler et prospérer sans crainte ni difficultés excessives. La santé et la sécurité sont des droits humains fondamentaux et essentiels à des sociétés prospères. Elles constituent le fondement permettant aux individus de mener une vie épanouie et de contribuer positivement à leur communauté. Par rapport à la résilience et la durabilité, la résilience est souvent décrite comme la capacité de rebondir face à l'adversité. Il ne s'agit pas seulement de survivre, mais aussi d'en sortir plus fort et plus adaptable. Les systèmes résilients sont suffisamment flexibles pour absorber les changements inattendus, tirer des leçons de l'expérience et de se préparer aux défis futurs. Cela peut s'appliquer aux individus, aux communautés, aux économies et même aux écosystèmes. La durabilité est un concept plus large qui intègre la santé à long terme de notre planète et de ses habitants. Il s'agit de garantir que nous utilisons les ressources de manière responsable et répondons aux besoins de la génération actuelle sans compromettre la capacité de générations futures à faire le même. Cela nécessite de prendre en compte les dimensions environnementales, sociales et économiques et de nos actions et de rechercher un équilibre garantissant le bien-être de tout le monde à long terme. Les liens entre la résilience et la durabilité sont profonds et puissants. Les systèmes résilients sont mieux équipés pour faire face aux chocs et aux perturbations, ce qui contribue à protéger les ressources et à garantir leur viabilité à long terme. À l'inverse, les pratiques durables, comme la conservation des ressources, le développement responsable, contribuent à bâtir des systèmes de santé plus solides et plus adaptables. En travaillant ensemble pour favoriser à la fois la résilience et la durabilité, nous pouvons créer un avenir où les communautés, les économies, les écosystèmes pourront prospérer pour les générations à venir. Cela peut être facile à le dire, mais on est en face des défis actuels. Nous sommes confrontés
à de nombreux défis, depuis la pandémie comme le Covid et les catastrophes liées au changement du climat, jusqu'aux cybermenaces ou aux tensions géopolitiques. Ces défis présentent des risques importants pour notre santé, notre sécurité et notre stabilité. Les communautés et les nations sont aux prises avec les conséquences dévastatrices de ces défis, notamment les pertes de vie humaines, les perturbations économiques et sociales. Il est donc impératif que nous résolvions ces problèmes de manière efficace. Que donc signifie la résilience des systèmes de santé? Les systèmes de santé résilients sont essentiels pour répondre efficacement aux crises et garantir la fourniture continue de services de santé essentiels. Les éléments clés de la résilience comprennent des infrastructures robustes, des agents de santé bien formés et des plans de préparation aux situations d'urgence efficaces. En investissant dans des systèmes de santé résilients, nous pouvons mieux résister aux chocs et nous adapter aux circonstances changeantes. Améliorons aussi les résultats en matière de santé et promouvons le développement durable. Par exemple, Singapour a fait preuve de résilience dans son système de santé pendant la Covid grâce à une planification proactive, une gouvernance solide et en investissant dans la technologie. Les pratiques durables en matière de soins de santé. La mise en œuvre des pratiques durables dans les soins de santé est très importante. La durabilité dans le domaine des soins de santé implique de réduire les déchets, de minimiser l'impact environnemental et de promouvoir un accès équitable aux soins. Ceci peut être réalisé grâce à des bâtiments économes en énergie, à des initiatives de réduction des déchets et à la promotion de modes de vie sains. Les pratiques durables réduisent non seulement le coût et l'empreinte environnementale, mais améliorent également les résultats pour les patients et le bien-être de la communauté. C'est gagnant-gagnant à la fois pour la santé et pour l'environnement. Donc, pour répondre aux problèmes de sécurité, surtout les cybermenaces, juste pour vous donner un aperçu sur les chiffres, l'Association américaine des hôpitaux a relevé que 230 cyberattaques sont apparues au cours du premier semestre en 2023. Et la société Emisoft, c'est une société de cybersécurité, a annoncé que la moyenne de rançon payée est autour de 7 millions de dollars par chaque attaque. Donc, à l'ère numérique d'aujourd'hui, la cybersécurité est un aspect essentiel pour garantir la sécurité de systèmes de santé. La protection des données et des infrastructures médicales sensibles contre les cybermenaces est primordiale pour protéger la vie des patients et maintenir l'intégrité des services de santé. Des mesures de sécurité robustes, des audits réguliers et une formation continue des employés sont des éléments essentiels d'une stratégie de cybersécurité efficace. Donc, garantir la sécurité et la confidentialité des données est essentiel pour maintenir la confiance du public dans le système de santé et le strict respect de réglementations en matière de confidentialité et le cryptage des informations sensibles sont essentiels. Sans oublier l'importance de la santé mentale. La santé mentale fait aussi partie intégrante du bien-être et de la productivité en général. Nous devons donner la priorité aux services de soutien en santé mentale, réduire la stigmatisation et promouvoir des stratégies de renforcement de la résilience. Les stratégies visant à renforcer la santé mentale comprennent l'augmentation de l'accès aux soins, aux services de santé mentale, la réduction de la stigmatisation grâce à des campagnes d'éducation et de sensibilisation et la promotion des activités de renforcement de la résilience qui améliorent les capacités d'adaptation et le bien-être émotionnel. Mais cela nécessite collaboration et partenariat. Aucune entité ne peut relever seule ces défis. La collaboration entre les gouvernements, les organisations non gouvernementales et le secteur privé est essentielle pour des solutions globales.
Des partenariats tels que le Programme de sécurité sanitaire mondiale et des partenariats publics-privés comme le Gavi ou l'Alliance des vaccins sont des relevés efficaces pour relever les défis en matière de santé et de sécurité. Même ici en Égypte, nous avons plusieurs initiatives de collaboration réussies, telles 100 millions de santé, la santé des femmes, la santé des enfants et la sensibilisation aux accidents vasculaires cérébraux. Chaque matin, nous avons des nouvelles concernant une nouvelle invention. Donc, c'est important d'exploiter la technologie et l'innovation dans le système de santé. La technologie et l'innovation jouent un rôle central dans l'amélioration de la santé et de la sécurité, comme l'utilisation de la télémédecine et des systèmes de santé biométriques aux analyses basées sur l'intelligence artificielle. La technologie offre des solutions innovantes à des problèmes complexes. Les exemples incluent l'application des mobiles de santé pour la surveillance à distance, la blockchain pour la gestion sécurisée des données et les drones pour la livraison des fournitures médicales dans les zones difficiles d'accès. La santé, la sécurité, la résilience, la durabilité sont des piliers solides de développement. Et les objectifs du développement durable ont été lancés en 2015 lors du sommet des Nations Unies sur le développement durable pour surmonter les lacunes des objectifs du millénaire pour le développement. Et en réponse aux défis mondiaux émergents tels que le changement climatique et la montée des inégalités, et ainsi promouvoir une approche transformatrice telle que l'intégration, le fait de ne pas laisser personne à côté et le changement transformateur. Beaucoup de nos efforts s'alignent sur les objectifs de développement durable, surtout deux objectifs, en particulier l'objectif numéro 3, c'est la bonne santé et le bien-être, et l'objectif numéro 16, c'est la paix, la justice et des institutions fortes. La réalisation de ces objectifs améliore non seulement les résultats en matière de santé et favorise la sécurité, mais contribue également à bâtir des communautés et des sociétés résilientes et durables. Voici deux exemples réussis d'initiatives. Ces exemples mettent en évidence des stratégies efficaces et des meilleures pratiques qui peuvent être reproduites ailleurs. Le premier, c'est l'initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite. C'est une réussite remarquable en matière de santé publique. Grâce à des campagnes de vaccination de masse, à l'engagement communautaire et à des stratégies innovantes, cette initiative nous a rapprochés plus que jamais de l'éradication de la polio dans le monde. Cette réalisation démontre la puissance de la collaboration internationale et des progrès scientifiques pour relever les défis de santé mondiaux. Le deuxième exemple, c'est le Fonds mondial contre le sida, la TB, joue un rôle crucial dans la réponse à certains des défis sanitaires les plus urgents du monde. En fournissant un financement et un soutien aux programmes nationaux, le Fonds a manifestement amélioré les résultats en matière de santé et sauvé d'innombrables vies. Cette initiative met en évidence l'impact de la collaboration internationale et de l'allocation des ressources dans la lutte contre les inégalités mondiales en matière de santé. Mais les communautés aussi ont un rôle très important. Et c'est important d'engager les communautés parce que cela garantit que les initiatives sont adaptées aux besoins et préférences locaux. Favorisons l'appropriation et la durabilité, ce qui nécessite un engagement et des efforts véritables. Cela inclut une communication efficace, des processus transparents et des opportunités de participation significatives. L'autonomisation des communautés implique l'éducation, le renforcement des capacités et des processus décisionnels participatifs. Elle permet aux communautés de prendre le contrôle de leur santé et de leur sécurité en tenant compte
du fait qu'investir dans l'engagement communautaire ne consiste pas seulement à atteindre des objectifs immédiats, mais à construire des objectifs à long terme. Donc la confiance, la collaboration et la résilience sont importants pour un avenir plus sain et plus sûr. Et sans oublier les responsables politiques et législateurs qui ont un rôle très important. Les changements politiques sont cruciaux pour créer un environnement favorable aux initiatives en matière de santé et de sécurité. Les recommandations peuvent inclure un financement accru, des réformes législatives et une coordination intersectorielle. Plaidoyer pour des changements de politique visant à améliorer la santé et la sécurité. Les efforts de plaidoyer peuvent mobiliser le soutien en faveur de changements politiques et tenir les gouvernements pour les parties prenantes responsables et les parties prenantes responsables de leur engagement. Ensemble, nous pouvons conduire un changement positif. Et finalement, en conclusion, favoriser la santé et la sécurité dans un monde résilient et durable nécessite des efforts concentrés de la part de toutes les parties prenantes. En construisant des systèmes de santé résilients, en adaptant des pratiques durables, en favorisant la collaboration et en tirant parti de l'éducation, de la technologie et de l'innovation, nous pouvons créer un avenir meilleur pour tous. Il est important de lancer un appel à l'action pour entretenir la santé et la sécurité dans un monde résilient et durable. Maintenant, notre travail, notre devoir, notre responsabilité est d'assurer la sûreté et la sécurité des citoyens ne peuvent être complets que si nous garantissons la sécurité des soins de santé pour les citoyens. Merci. Monsieur Farali, merci bien pour cette présentation très intéressante parce que vous avez mis la lumière sur l'entretien entre la santé et la sécurité. Et c'était des mots qui peut-être n'avaient pas beaucoup qu'on ne pouvait pas relier ensemble, mais à la fin de votre présentation, vous avez donné beaucoup de sens à ces deux mots. Vous avez bien défini la santé, vous avez bien défini la sécurité. Je retiens que vous avez dit que c'est un droit à tout humain et c'est un droit fondamental. La résilience, la durabilité, vous en avez parlé. Vous avez parlé des défis, le Covid, le climat, les géopolitiques. La résilience du système de santé dépend sur l'infrastructure et de bien former les agents qui travaillent dans la santé. Vous en avez parlé de l'expérience du Zincabor. Peut-être on aura l'occasion de revenir pour la développer, pour en parler. Vous avez aussi parlé d'un sujet très important de la santé mentale, et je pense que la santé mentale est bien très importante, ainsi que la santé physique de chaque personne. Mais la santé mentale, on n'en pense pas beaucoup, mais je pense que c'est très important pour le développement de toute personne et de tout pays d'avoir une mentalité saine. Je pense que c'est un point très important de la santé et de la sécurité, et qui ne provient que par une sécurité, une stabilité, une paix. Ce sont les recommandations dont vous en avez parlé. Vous en avez donné des exemples de la poliomyélite, de l'HIV, mais moi je pense à ce projet du gouvernement égyptien du traitement de l'hépatite C, qui a été un très grand succès. Moi, en tant que chirurgien endoscopiste, nous voyons beaucoup de malades qui avaient des hématémèses, qui avaient des varices œsophagiennes et qui avaient de non-fonctionnement du foie. Et maintenant, on en voit de moins en moins, surtout en Égypte, où il y avait 8% peut-être de la population, si je me rappelle des nombres, si je suis exact, mais je pense qu'on est arrivé à un résultat très important, ce qui fait qui démontre que les efforts pour mettre des programmes à lutter contre certaines maladies est très important pour la sécurité. Et vous avez parlé aussi de la collaboration et des partenariats. C'est très important entre les pays. Je rappelle qu'à la faculté de médecine, nous avons eu pas mal de convois médicaux vers
plusieurs pays amis africains et qui a donné de bon sens pour nos relations et qui nous a donné aussi, nous, médecins qui sont partis pour le convoi, de très très bonnes relations qu'on garde toujours aujourd'hui. Voilà, donc merci beaucoup pour cette présentation très importante. Je passe à la présentation de Cheikh Diallo, auditeur en santé publique internationale à l'Université Senghor. Cheikh Diallo est auditeur en santé publique internationale à l'Université Senghor. Il est titulaire d'un doctorat d'État en médecine obtenu en 2019 à l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako au Mali. Il travaille au Centre pour le développement des vaccins sur un projet de recherche sur la place de l'azithromycine dans la prévention des infections respiratoires des enfants au Mali. Il rejoint en 2021 l'ONG GRATB comme responsable de nutrition du paquet. En avril 2022, il est recruté par Save the Children sur le projet d'appui à l'accès aux soins médico-nutritionnels. Passionné de santé globale, il est bénéficiaire de la bourse 2023-2025 pour le Master de santé publique internationale de l'Université Senghor. J'appelle Monsieur Cheikh Diallo. Vous avez un bon public, hein? Ouais. Bon, vous allez nous parler des conséquences nutritionnelles de l'insécurité alimentaire en Afrique, cas des enfants de 0 à 5 ans. À vous la parole. Merci. Bonjour tout le monde. C'est un honneur pour moi d'être à ce pupitre et de représenter le département rouge. Donc, ce matin, nous allons échanger sur un sujet qui est d'une importance capitale pour le continent africain, c'est les conséquences nutritionnelles de l'insécurité alimentaire, mais particulièrement pour une couche très vulnérable, c'est-à-dire les enfants de moins de 5 ans. Donc, nous allons essayer de suivre ce plan. Après une phase introductive, nous allons essayer de planter le décor et ensuite parler de la problématique et également donner quelques résultats qui sont d'actualité. Et enfin, nous allons parler des perspectives et des solutions. Comme introduction, nous pouvons voir sur cette représentation que l'Afrique n'est pas le continent où il y a le plus grand nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire. Mais malheureusement, l'Afrique est le continent où la prévalence de l'insécurité alimentaire est la plus élevée, malheureusement. Nous l'avons vu avec les présentations précédentes, près de 2 personnes sur 3 sont en situation d'insécurité alimentaire. Je ne sais pas si ce qu'on est en train de dire, si les gens se rendent compte, on parle d'insécurité alimentaire, c'est-à-dire l'aliment. À l'époque où nous sommes, toutes les statistiques sont d'accord, le monde n'a jamais été autant riche, mais des Africains continuent d'être en situation d'insécurité alimentaire. 800 millions de personnes sur 1,4 million. Alors, il y a plusieurs facteurs qui favorisent cela, notamment les conflits. Il y a les conflits sur le continent africain, mais également les conflits en dehors du continent qui peuvent avoir un impact sur la sécurité alimentaire. Il y a également les variabilités et les extrêmes climatiques. Actuellement, en Afrique, nous remarquons beaucoup que la période de la saison des pluies prend plus de temps à venir et même si elle est là, elle prend soit moins de temps que d'habitude, soit nous voyons qu'il y a une disparité de la dispersion des quantités de pluie. Il y a également la conjoncture économique, mais également la démographie, donc, et aussi les inégalités sociales et des genres. Je crois que le professeur Léon
a longuement exposé sur cela. Il y a également les politiques publiques. Donc ça, c'est quand même un ensemble de facteurs favorisant de cette insécurité alimentaire-là sur le continent africain. Alors la problématique, elle agit au niveau des 4 points, sinon des 4 piliers de l'insécurité alimentaire. Je voudrais vraiment que chaque personne présente dans cette salle puisse retenir ces 4 choses-là. L'insécurité alimentaire se définit en 4 choses et nous allons les voir. La première des choses, c'est la disponibilité des aliments. Il faut manger, c'est tout. Quand l'aliment n'est pas disponible, ça peut te conduire facilement dans une situation d'insécurité alimentaire, mais également les provisions, mais aussi le commerce et également la durabilité de la chose. Il faudrait également signaler l'accessibilité. L'aliment peut être disponible, mais ce n'est pas accessible pour les communautés, ou bien soit à cause des revenus, soit des prix élevés de ces aliments-là. Troisième pilier, c'est l'utilité. Est-ce que les communautés savent les bonnes pratiques en matière de nutrition, mais aussi la diversité et la variété des aliments qui sont disponibles et accessibles. Il y a également un phénomène qui est important, c'est la distribution au sein du ménage. Vous allez voir dans certains ménages que certains aliments peuvent être priorisés pour les adultes, contrairement aux enfants par méconnaissance. Le quatrième pilier, c'est la stabilité des 3 premiers dans le temps. En Afrique, on peut avoir des moments où on a la disponibilité, on a l'accessibilité, les communautés savent, mais ce n'est pas de façon permanente. Donc ça aussi constitue également un aspect important. Ensuite, les obstacles causés par le contexte difficile vont nous conduire aux conséquences nutritionnelles que nous allons voir tout de suite dans les résultats. Alors, le premier de ces résultats-là, c'est le retard de croissance. Le retard de croissance, c'est lorsqu'il y a une insuffisance de la taille par rapport à l'âge de l'enfant. Et c'est également le résultat d'une forme de malnutrition qui est bien connue sur le continent africain, c'est la malnutrition chronique. Et nous allons voir que les types de malnutrition sont souvent liés au type de conflit et au type de facteurs. Alors, sur ce graphique, nous voyons que la région africaine qui a le plus fort taux de retard de croissance, c'est principalement l'Afrique centrale, et ensuite l'Afrique de l'Ouest, et enfin l'Afrique de l'Est. Et nous voyons qu'il y a 2 régions de l'Afrique qui sont un peu hors de ce problème-là. C'est l'Afrique du Nord, bien évidemment, mais également l'Afrique australe. Ensuite, les chiffres sont là. Donc, l'Afrique centrale est jusqu'à 37% de prévalence en matière de retard de croissance. Deuxième indicateur important, c'est l'émaciation. Quand on parle d'émaciation, notez que c'est égal à maigreur. C'est lorsque le poids de l'enfant est insuffisant par rapport à sa taille. Un enfant doit avoir une certaine pesée par rapport à la taille qu'il a. Donc nous voyons à l'échelle continentale que c'est l'Afrique de l'Ouest qui est en tête. Et ceci s'explique par le fait qu'en Afrique de l'Ouest, notamment au Sahel, nous voyons la persistance des conflits. Donc plus il y a des conflits, plus nous allons voir une certaine forme de malnutrition, c'est-à-dire la malnutrition aiguë. Donc nous avons bien compris, malnutrition aiguë, ça va conduire à une certaine maigreur des enfants qu'on appelle émaciation, tandis que la malnutrition chronique va nous conduire à une forme de malnutrition qu'on appelle le retard de croissance. Donc déjà, si on arrive à faire la part des choses sur ces 2 points, c'est déjà bon. Ensuite, nous allons voir le surpoids.
Alors qu'il y a un phénomène qui peut prêter à débat, parce que quand nous parlons d'insécurité alimentaire, tout de suite, tout le monde pense à la disponibilité. C'est quand il n'y en a pas. Alors que souvent, on peut être en insécurité alimentaire, on a à manger, mais on peut se retrouver dans une autre conséquence qui est le surpoids. Alors, sur ce graphique, nous voyons que c'est plutôt l'Afrique du Nord et l'Afrique australe qui se trouvent être en tête par rapport à ça. Le ménage n'a pas assez de moyens pour pouvoir remplir les 4 conditions des piliers de sécurité alimentaire, donc va se retrouver, les enfants vont manger un peu tout ce qu'ils trouvent. Ça va être les boissons, ça va être les fast-food, l'alimentation bon marché. Donc, les enfants peuvent se retrouver facilement en surpoids. Ensuite, l'un des derniers résultats que nous voulons vous présenter, c'est quand même les carences en micronutriments. Alors, le paradoxe, c'est que quand les problèmes de nutrition se sont posés, les organismes ont essayé d'agir tout de suite. Il y a un manque, on amène. Et après, on s'est retrouvé qu'en fait, les gens arrivaient à manger, mais les carences sont là, notamment la carence en vitamine A, qui est aussi une conséquence de l'insécurité alimentaire et également de la malnutrition, mais également la carence en iode, aussi la carence en zinc et enfin la carence en fer. Donc la carence en vitamine A va amener chez l'enfant des problèmes de vision, va également amener une certaine déficience du système immunitaire de l'enfant et l'enfant va peut-être même mourir. Et ce problème-là a eu du mal à être constaté en Afrique car les enfants, quand ils ont des problèmes de vision, ils n'arrivaient pas à grandir et finalement ils mouraient. Donc, comme on ne voyait pas trop d'adultes aveugles à cause de la vitaminose, on ne connaissait pas ce problème-là en fait. Et ensuite, l'iode qui va amener à l'enfant un problème qui est bien connu en Afrique, c'est-à-dire le goitre, et aussi le zinc qui peut provoquer chez l'enfant une certaine susceptibilité aux infections, mais également le fer qui peut amener l'enfant dans l'anémie. Donc, les perspectives et les solutions, c'est qu'on puisse tous mener cette lutte-là de manière vraiment multisectorielle. Nous l'avons vu dans la présentation du contexte, que l'origine n'est pas vraiment unique. Il y a plusieurs choses. Donc, dans les solutions, il va falloir agir à plusieurs niveaux. Mais également, considérer la particularité et la spécificité de l'Afrique. L'une des raisons, c'est par exemple les PPN, les plompinettes que nous importons, qui viennent d'ailleurs, alors que nous pouvons mettre en place des solutions au niveau local pour vraiment subjuguer ce problème de malnutrition-là. Alors, il y a quelques bibliographies qui nous ont permis de faire cette présentation. C'est le rapport 2023 de la FAO, mais également un article de l'AFD et de la CEDEAO. Je vous remercie. M. Diallo, merci pour cette présentation très claire et dans les temps. Vous avez parlé des conséquences nutritionnelles de l'insécurité alimentaire en Afrique pour les enfants entre 0 et 5 ans. Vous avez bien souligné que bien que le nombre d'insécurité alimentaire est peut-être plus important dans d'autres continents, mais en Afrique, la prévalence est la plus importante puisque les 2 sur 3 personnes sont en insécurité alimentaire et le contexte et les conflits, le climat, les conjonctures, la démographie, les inégalités sociales et les politiques publiques. Donc la sécurité alimentaire, donc, elle dépend sur la disponibilité, l'accessibilité, l'utilité et la stabilité. L'insécurité nutritionnelle peut en résulter en retard de croissance, de l'émaciation, du surpoids. Donc, comme vous l'avez dit,
c'est un sujet à débat. Les carences en micronutrition, micronutriments de la vitamine A, de l'iode, de le zinc, du fer. On peut ajouter d'autres choses, la vitamine B, ainsi de suite. Et ça peut dépendre aussi de ce qu'on peut avoir en quantité dans un pays, mais on n'a pas les autres nutriments, ce qui fait qu'on mange ça et on ne mange pas les autres aliments, les autres nutriments qui doivent nous apporter d'autres vitamines et d'autres micronutriments qui sont importants, ce qui fait l'apparence de plusieurs maladies. Et donc les solutions, je pense qu'on va en débattre pour les solutions qui peuvent être assez importantes, je pense, au niveau des politiques, des gouvernements, des associations, de la collaboration internationale. Je pense que c'est un grand sujet à débat et je pense qu'on est dans les temps et je peux ouvrir le débat. Donc, vos questions sont attendues et je pense que nous sommes bien prêts à répondre. Je m'appelle Jessica Nkolo de l'Université Senghor. Je suis auditrice au département management, spécialité management des projets. Moi, je trouve qu'en Afrique, actuellement, parler d'insécurité alimentaire, pour nous Africains, c'est une honte. C'est honteux parce que l'Afrique ne peut pas avoir 65% des terres arables au monde et souffrir actuellement de crise alimentaire. C'est honteux parce que les gouvernements africains, ça je le dis et c'est pour moi, n'investissent pas assez sur la recherche. Parce que, de mon observation personnelle, l'Afrique vit encore au gré des saisons. S'il ne pleut pas, on ne cultive pas. S'il y a trop de sécheresse, c'est un réel problème et j'interpelle les uns et les autres. Nous sommes ici plein de responsables dans notre administration à mettre un accent particulier sur la question de la recherche scientifique, notamment dans le cadre agricole, parce que c'est à partir de ces perspectives-là qu'on pourra mettre en valeur notre potentiel, non seulement agricole, et résoudre les problèmes de crise alimentaire. Et également, les crises alimentaires sont accentuées par les questions de crise sécuritaire, parce que s'il n'y a pas la sécurité, on ne pourra pas avoir un certain nombre de préalables. Donc, je vous remercie pour ce panel qui, à mon sens, est très intéressant. Et j'interpelle les responsables, les uns et les autres, à re-questionner voilà, notre volonté nous-mêmes à mettre fin à ces crises-là. Parce que c'est de notre volonté dont il est question et pas de celle des autres. Je vous remercie. Est-ce que vous avez un commentaire? Vous voulez... Oui? C'est bon. C'est bon. D'accord. Vous voulez... Oui, je crois que... Oui, elle a parfaitement raison. C'est vrai que nos gouvernants ou nos gouvernements doivent investir davantage. Et je crois que son interpellation est claire. La recherche scientifique, notamment agricole, et également tout ce qui est technologie pour la maîtrise un peu de l'agriculture. Mais il ne faut pas oublier, ça c'est clair, évidemment, on a des terres arables, il faut investir suffisamment, il faut des politiques publiques adaptées. Et il faut également, parce que le monde est interconnecté, c'est une mondialisation, ceux qui ont investi plus ne vont pas forcément laisser faire. C'est pour ça qu'il faut également des relations internationales qui soient en faveur. Parce que les multinationales et autres, ce n'est pas si simple que ça. Mais je suis parfaitement d'accord et c'est du devoir, et également du devoir des citoyens de s'impliquer. Il faut plus d'investissement, il faut plus de recherche. Voilà. Et ça pourra peut-être inverser les choses. Elle a parfaitement raison. Oui. J'ajouterais qu'à côté de la recherche, c'est très important d'avoir une volonté de bien utiliser les moyens qu'on a dans chaque pays. Parce qu'une fois qu'on a bien organisé les choses et qu'on se sert bien des possibilités qu'on a dans chaque pays, je pense qu'on peut arriver à améliorer le rendu dans chaque pays. Bien sûr, la recherche est très importante, mais vient avant, c'est la volonté, c'est l'organisation qui est très importante à mon avis, parce qu'on a des possibilités qui sont là. Donc oui, la recherche ajouterait à l'organisation, mais je pense que l'organisation est beaucoup plus importante
pour commencer. D'autres questions? Oui. Oui. Bonjour à tous. Merci pour le panel, c'était très intéressant. Je suis Magali Rassafi-Maher, étudiante en management, spécialité management de projet. Alors ma question consiste à savoir si les projets de développement qu'on a actuellement, surtout en Afrique, il y en a tellement, est-ce que c'est juste pour le marketing humanitaire pour vous ou est-ce que ça vise à la résilience? Parce que les projets de développement, en fait, doivent solutionner les problématiques qui ont été avancées par Cheikh tout à l'heure, les 4 problématiques. Mais ils sont tellement nombreux, il y a tellement de projets chaque année, mais rien ne change. Donc, pour vous, est-ce que c'est vraiment un projet pour la résilience ou c'est un projet juste pour faire du marketing humanitaire? Merci. Oui. Du côté du panel, vous avez... Il y avait plusieurs questions. Oui. Bon, allez-y. D'accord, merci. Merci pour les présentations qui étaient vraiment claires. Je suis Igni Inkalba Obed, en santé publique internationale à l'Université Senghor. Je suis du Tchad. Ma question aborde vraiment tout ce que les participants, les intervenants ont abordé en ce qui concerne les inégalités et aussi les pistes de solutions. Dr Cheikh avait abordé un très important point concernant les pistes de solutions qui doivent être plutôt un peu personnalisées. Et la question que je me pose, c'est est-ce que les grandes organisations essayent quand même de se réunir pour voir les solutions que nous sommes en train d'apporter, ça ne répond pas vraiment aux besoins d'une certaine partie. Je prends par exemple l'exemple de mon pays qui, ici, 16 février 2024, le gouvernement a déclaré un état d'urgence alimentaire et nutritionnel avec des mesures qui, pour moi, ne sont pas encore appropriées parce qu'on décide d'augmenter les prix des produits pétroliers, disons pour juguler cette crise-là. Et en même temps, cette proposition de solution entraîne inéluctablement des conséquences au milieu encore de la population. Parce que ça va avoir un impact sur l'accès encore aux denrées. Et nous remarquons souvent que s'il y a par exemple une aide, ça n'arrive pas vraiment aux populations qui en ont besoin. Parce que tout de suite, on va avoir des personnes avec de gros véhicules qui vont défiler pour aller vers ces aides-là. Je prends juste l'exemple des denrées alimentaires. Et souvent, c'est ce que nous assistons. Pourtant, l'argent qu'on dépense pour faire venir les denrées, comme l'autre collègue le disait, l'Afrique a une grande partie des terres arabes. On peut les investir et on résoudrait deux problèmes, à mon avis. En même temps qu'on investit pour produire localement, il y aura donc la création des emplois. Et j'aimerais savoir, est-ce que vraiment les grandes organisations se réunissent pour essayer de personnaliser les réponses aux crises alimentaires et nutritionnelles? Merci. Oui, je préfère qu'on réponde oui, à fur et à mesure. Oui. D'accord, je me lance et peut-être ensuite d'autres panélistes vont répondre. Les deux questions se recoupent plus ou moins. Et, alors, c'est tout à fait juste que vous vous interrogiez tous les projets qui se déroulent, toutes les interventions, et le résultat reste plus ou moins le même. Est-ce un marketing humanitaire ou des interventions qui visent la résilience? Je crois qu'il faut regarder les choses en face. L'aide ne va jamais nous aider à nous en sortir réellement. Il faut regarder les choses. Il y a, et ça se sait, la plupart des interventions sous forme de projets sont conjoncturelles, sont ponctuelles, et de l'autre côté, les populations vivent ça comme de l'argent frais. Ce n'est pas de l'argent chaud. Tout ce qui n'est pas acquis à la sueur du front
peut-être moins... voilà, c'est pas évident. Et pour moi, quand on regarde les indicateurs en fait de mise en œuvre, on voit clairement que quand on va sur des questions beaucoup... quand vous faites par exemple une intervention conjoncturelle, ponctuelle, c'est hâtif. C'est coupé dans le temps avec des résultats qu'il faut, des personnes qui sont arrivées. Donc on n'a pas cette adoption réelle parce qu'il n'y a pas une cohérence avec l'écosystème socio-économique des lieux. Ensuite, vous avez, si vous regardez, il y a une faible pénétration et donc forcément une durabilité qui ne va pas aller loin. Et c'est un éternel recommencement, nous l'avons vécu. Et les gens vont, et vous êtes fonctionnaire, ou quoi, enfin, vous êtes employé, vous avez de l'argent, mais on sait qu'il y a vraiment de la difficulté. Quand je parle d'inégalité personnellement, ce n'est pas de l'assistance du tout. C'est permettre tout justement aux individus de naître, de vivre et de se développer, de croître au maximum de leur potentialité. Donc, leur permettre tout justement, non pas de les assister. Et la plupart de ces projets-là, ce sont des projets, même pas de relèvement, ce sont des projets, on va dire, de maintien, alors qu'il faut vraiment réfléchir, hein, même s'il faut faire des relèvements, il faut ensuite investir dans les moyens, non pas de subsistance, mais dans les moyens de production. De développement. De développement. Et donc, c'est de ça qu'il s'agit en réalité. Et il faut regarder les choses en face, ces aides-là, et d'ailleurs, la preuve est faite. Si en 50 ans, on n'a pas réussi, c'est qu'il faut changer véritablement la façon de faire. Et pour moi, l'argent frais restera de l'argent frais qui s'utilise sans chaleur, en fait. Donc, on revient à la volonté de chacun, de chaque organisation, de chaque pays, à aller vers l'avant, je pense que... Mais je voudrais quand même ajouter, c'est nécessaire, hein, parfois, il y a des situations humanitaires où il faut effectivement faire des filets sociaux, relever et ensuite continuer. Ce qui manque, c'est parfois cette continuation-là, la continuité, pour qu'après le relèvement, les individus puissent commencer à marcher, à courir et à investir correctement. Mais c'est parfois très important avec les crises. Hein. Je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Moi, j'avais peut-être une question à vous, Monsieur Savadogo. Est-ce que les associations non gouvernementales font ce qu'il faut faire en ce moment où il y a beaucoup de problèmes géopolitiques, beaucoup de zones chaudes, beaucoup d'immigrés, beaucoup de gens qui sont en besoin? Est-ce qu'on fait ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que je pense qu'en ce moment, on a parlé des inégalités dans chaque société, ainsi de suite, mais je pense qu'on a des problèmes très importants dans plusieurs parties du point de vue géopolitique où les gens sont vraiment en besoin. Ça, une question. Et on a parlé de santé alimentaire, mais vous avez abordé très rapidement la situation de l'eau. L'eau est très importante, à mon avis, l'eau saine. Quelles sont les conditions? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on peut apporter? Parce que je pense que une partie de la santé alimentaire, c'est les aliments, mais bien sûr, l'eau potable, l'eau saine, l'eau de bonne qualité est très importante. Et je pense que ça n'existe pas beaucoup et que c'est un problème très important et qu'il faut faire beaucoup de choses pour arriver à ça. Oui. Moi, je voulais plutôt revenir sur les deux questions que... Oui, allez-y. Oui, merci. Donc, par rapport à la préoccupation de Magali, par rapport à la place des projets de développement, je voudrais vous faire une certaine métaphore. Imaginez une maison qui a 2 portes d'entrée. Une porte où la personne amène chaque fois des objets, un sac et tout. Et l'autre porte où c'est chaque soir qu'une autre personne vient prendre un seul objet pour l'enlever. Les projets de développement essayent d'agir sur les conséquences des situations qui sont créées ailleurs.
Donc, je suis désolé, mais ils ne pourront jamais atteindre l'objectif. Ce n'est pas possible. Parce que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Donc, pour pouvoir arrêter les effets, il faut agir sur les causes. Et nous l'avons vu, les causes sont tellement diversifiées, ça touche à tellement de points que les ONG sont là juste pour essayer, en quelque sorte, de faire un pansement. Mais la plaie va rester parce qu'il faut y aller au fond. Il faut évacuer le pus, faire un traitement en fond. Tant que c'est des pansements superficiels, ils ne pourront jamais atteindre leur objectif. Maintenant, par rapport à la question d'investir localement, j'ai eu la chance de travailler avec le PAM qui avait plusieurs initiatives dans ce sens où on essayait de financer les AGR, les activités génératrices de revenus. Mais néanmoins, le problème avec ça, c'est la même chose. C'est que ça prend en compte un seul domaine, un seul facteur, alors que nous l'avons vu, c'est un problème qui a plusieurs versants. Donc, il faudrait vraiment que nous puissions connaître déjà comment est-ce que la chose arrive et également essayer d'agir à l'ensemble des niveaux. C'est ce que je voulais dire. Merci. Oui, la réflexion du modérateur est une réflexion profonde. La plupart de nos États aujourd'hui sont en proie à une insécurité. Dans la région d'où je viens, on a des millions de personnes qui sont aujourd'hui d'ailleurs stigmatisées. On les appelle les PDI. Donc c'est des populations, des déplacés internes comme on dit. Et l'action humanitaire d'urgence est indiscutablement utile. Interne ou externe, c'est indispensable au moment tout justement de cette fracture-là. Parce que quand on est en déplacement et qu'on a tout perdu, abandonné, vous êtes en situation, on va dire, au fond du puits. Donc évidemment, il faut cette assistance, ce filet social-là. Mais lorsque ça commence à durer, quand on quitte la phase aiguë et qu'on va vers la phase de crise et qui s'installe en durée, il faut trouver d'autres solutions. Et j'allais dire d'ailleurs, le thème de ce colloque est à propos. La solution ne réside pas en une aide constante. Quel que soit ce qu'on fera, on ne peut rien apporter à ces ménages qui sont déchirés, séparés, et qui puissent résoudre le problème. Il faut la paix et la sécurité. S'il y a la paix et la sécurité, il y a des populations qui ne demandent même pas de l'aide. Ils n'en veulent même pas. Elles n'en veulent même pas. Ils veulent repartir à la maison, travailler, ils sont riches. Donc la solution se trouve là. Je voudrais ajouter qu'aujourd'hui, par exemple, je fais l'analogie, d'ailleurs en santé, Diallo, Cheikh l'a montré, mais les humanitaires le font, les actions le font. Si vous prenez en charge, idéalement la prise en charge de la malnutrition aiguë, elle était avec les éléments qui sont, c'était unique, c'était pour un temps. C'est un peu d'ailleurs comme les supplémentations pour les carences en micronutriments. Nulle part au monde, ça n'avait été institué dans la durée. Nulle part en médecine, ce n'était pas prévu. C'était prévu, ponctuel, et c'est devenu la règle et la norme. Il n'y a pas de raison que l'on supplémente en fer, en vitamine A et tout. Ce n'était pas prévu. Et c'est devenu la règle et la norme. Ce n'est pas normal que la normale ou le temporel devienne la norme. C'est illogique pour nous. Donc on a institutionnalisé ce qui devait être très court, c'est devenu la règle. Et pour moi, c'est insensé. Donc on doit travailler à repartir en amont. Merci. Il nous reste 2 minutes. Je vais peut-être vous demander, M. Farghali, pour l'expérience du Singapour. Vous m'en avez parlé très brièvement. Et si vous voulez développer en 2 minutes, parce que le repas nous attend. Merci. Moi, j'ai pensé que la santé... La sécurité alimentaire. La santé en Afrique, et c'est en bonne forme, bonne condition, pas de questions. Mais je pense que l'expérience du Singapour pendant la Covid n'est pas seulement réalisée pendant la pandémie, mais ils ont appris des leçons pendant la pandémie du SARS ou du syndrome respiratoire aigu et sévère.
beaucoup de leçons ont été acquises, surtout un investissement sur les infrastructures de soins de santé et de la technologie, surtout la télémédecine et le développement de main-d'œuvre. Ça a aidé à créer une base très solide pour gérer les crises. Aussi, des mesures de santé publique efficaces avec des actions décisives et précoces, surtout des actions basées sur les données avec des communications claires et transparentes. Profitons aussi de la technologie, et ils ont augmenté les consultations par télémédecine. Cela a évité de mobiliser les patients avec un partage continu de connaissances et adapté aux besoins. Sans oublier les travailleurs de la santé, priorité à leur sécurité, et aussi un soutien fort de santé mentale. Et faire de subventions et filets de sécurité avec expansion de la télémédecine, comme je l'ai dit. Cela a un résultat fort. De taux de mortalité était faible, les perturbations minimisées et aussi une reprise économique rapide. Merci. Je pense qu'on arrive à la fin de cette séance. Je tiens à vous remercier à tous les intervenants. Je vous remercie beaucoup. C'était un honneur pour moi d'être là. Je pense que en tant que médecin chirurgien, j'ai appris pas mal de choses sur la sécurité alimentaire, l'insécurité alimentaire, la santé. Je pense que c'est un sujet, j'espère que ça a ouvert à des points de discussion très importants. Et arrivant à la fin de cette séance, je tiens à vous remercier encore une fois. Merci. Merci.